Bienvenue dans Voix d'inconnu. Parce que derrière chaque voix, il y a une personne, et derrière chaque personne, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de donner la parole à Oriane. Elle est infirmière à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Un métier qu'elle exerce avec passion et engagement depuis 11 ans. Mariée et maman, elle doit composer entre des horaires décalés, des trajets fatigants et une vie de famille bien remplie. Dans cet épisode, elle revient sur son quotidien, ses joies, ses difficultés et sur ce que signifie, au fond, de prendre soin des autres. Préparez-vous à plonger dans les coulisses d'un métier essentiel, fait de force, de cœur et d'humanité, mais trop souvent invisible. Bonjour Ariane. Bonjour Maria. Donc, la première question pour toi, comment tu en es venue à exercer le métier d'infirmière? J'ai toujours aimé prendre soin des gens, depuis tout petite, je pense. Hein. En fait, ça m'est venu naturellement en fait, au décours de mes études. C'est venu comme une évidence. Je ne me voyais pas faire autre chose qu'être dans le domaine médical. Pourquoi infirmière en particulier? Infirmière, c'est un métier qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a l'avantage de pouvoir voir beaucoup de choses. On peut travailler dans différents services avec différents types de populations. Donc, c'est vraiment enrichissant tant au niveau de l'apport intellectuel que des connaissances. Par exemple, pour faire une comparaison avec les médecins, c'est que nous, on est vraiment au plus proche du patient. On les côtoie tous les jours. On est vraiment... ils se confient pas mal à nous et on prend soin d'eux tant au niveau de tout ce qui est les soins, on va dire tout ce qui est prise de sang, tout ce qui est prise de médicaments et d'autres soins particuliers. Mais au niveau, il y a beaucoup de relationnel aussi. Les gens ne se rendent pas forcément compte en voyant le métier de prime abord, mais il y a énormément de relationnel dans nos soins. Et qu'est-ce qui t'anime le plus aujourd'hui dans ton métier? C'est vraiment prendre soin des gens, c'est voir de leur faire du bien, tant au niveau médical qu'au niveau psychique. Moi, personnellement, étant en fait dans ce cadre depuis de très longues années, c'est un milieu qui peut paraître austère en fait pour la plupart des gens. C'est un milieu où on apporte justement de la bienveillance et en fait, on est là pour remettre les gens sur pied, clairement. De voir justement les patients qui arrivent dans un état pas très bien, on va dire, et en fait, les voir évoluer, de voir la maladie évoluer positivement et de les voir guérir. C'est gratifiant en fait, et pour eux et pour nous. Et puis, c'est une façon aussi de se rendre utile de façon réelle. Est-ce qu'il y a des jours où tu te dis, c'est exactement pour ça que j'ai choisi ce métier? Ah oui, tous les jours. Après, moi, comme je dis souvent, que ce soit à mes collègues ou aux plus jeunes, par exemple aux étudiants, c'est que déjà, de base, si vous n'aimez pas les gens, ne faites pas ce métier. Tout le monde a des états d'âme, mais si vous n'aimez pas prendre soin des gens, si vous n'aimez pas les gens, en fait, c'est pas la peine parce que vous arrivez au travail, vous-même, vous avez votre vie à côté, vous-même, vous avez vos problèmes. Et quand vous arrivez au travail, vous êtes à l'hôpital, vous êtes là pour vous occuper des gens, pour prendre soin des gens. Même si, voilà, il y a de tout. Hein. Il y a des gens qui sont agressifs, il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui sont juste chiants de par leur nature. En fait, il faut vraiment faire abstraction de ça. Le but, c'est vraiment d'aider les gens, d'apporter du soin, en fait. C'est vraiment être là pour apaiser les maux MAUX de nos patients. Il faut aimer, en fait. Déjà, on le sent, parce que quand tu viens travailler, il faut avoir envie. C'est comme je dis toujours, on ne travaille pas sur des machines. L'être humain est toujours là. Donc, c'est à nous, en fait, entre guillemets, les patients comptent sur nous pour aller mieux. Il faut être prêt, il faut être bien dans sa tête, en fait. Il faut être bien mentalement, il faut être apaisé, il faut être... Moi, comme je dis toujours, on peut passer d'un décès à avoir un patient qui réclame juste son antibiotique et il faut passer du rire aux larmes en 2 secondes, pas montrer aux patients qu'on vient d'avoir une situation hyper difficile parce que chaque patient est unique. En fait, c'est vraiment, les soins sont personnalisés en fonction de chaque personne, quoi, parce que chacun a son histoire, chacun a sa façon de recevoir les soins, chacun a ses ressentis. Il faut beaucoup être dans l'empathie, en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi au quotidien? Le plus difficile, je dirais pas la charge de travail, parce que la charge de travail, elle a toujours été, ça c'est un fait, mais je dirais plus, on va dire, le manque de reconnaissance. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'infirmière, on travaille beaucoup, on ne compte pas Enfin, on a des heures précises, mais je vais donner un exemple. Par exemple, vous faites, moi personnellement, je fais 21h, 7h. Si à 7 heures je dois partir mais que j'ai une urgence, en fait, je reste. Et en fait, je ne dois pas m'attendre à ce que ce soit payé en heures sup parce que ça s'appelle la continuité des soins. Même si, par exemple, moi, j'ai des enfants qui sont en bas âge, qui sont scolarisés et j'habite loin de mon travail, c'est difficile parce que parfois, on a des situations d'urgence. Par rapport à ta conscience professionnelle, tu es obligé de rester pour terminer ta prise en charge jusqu'au bout. Mais de l'autre côté, tu as tes enfants qui t'attendent pour aller les déposer à l'école, qu'il faut jongler parce que je trouve qu'on n'est pas assez reconnu dans la profession de par tout ce que l'on fait.
Parce que quand on est sur le terrain, par exemple, on n'a pas d'heure de pause. Par exemple, on sait qu'on va avoir allez, une demi-heure pour manger dans la nuit. Si tu as des soins à faire, tu manges quand tu peux manger. Pareil pour te poser. On n'est pas censé dormir au travail, parce que moi, je travaille de nuit. Mais si par exemple tu as une urgence toute la nuit ou que tu as des problèmes toute la nuit, bah, toute la nuit tu vas bosser. Il y a une organisation au niveau des soins, mais au niveau de toi, ton bien-être à toi en tant que soignant, en fait, tu n'as pas d'organisation, puisqu'en fait, si les soins sont là, tu fais les soins. Tu vas pas dire à ton patient, écoutez, je reviens 2 minutes m'occuper de vous parce que je dois manger, par exemple. Ça n'existe pas. Ouais, le plus dur, c'est tenir sur la durée. Voilà, tenir sur la durée, tant au niveau physique que psychique, parce qu'on a tendance à beaucoup s'oublier, on prend soin des autres, mais nous-mêmes, pour prendre soin de soi, c'est tout autre en fait. Actuellement, tu travailles dans quel service exactement? Je travaille dans le département de médecine interne et d'immunologie clinique. Pour faire simple, c'est de la médecine interne et c'est un service où il y a toutes les maladies rares. En gros, quand tu as une maladie que personne ne trouve, tu viens chez nous et les médecins font plein d'analyses immunologiques. Si tu veux, ce sont des maladies où ton propre système immunitaire, c'est le système qui est censé te protéger, c'est ce système-là qui s'attaque à tes propres cellules. Et c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. C'est comme si en fait ton corps détruisait tes propres cellules. En fait. On a pas mal de pathologies, on a que ça en fait, on a pas mal de pathologies rares. On est l'aval des urgences, donc on a aussi beaucoup de patients des urgences qui viennent chez nous. La médecine interne, c'est vraiment général. Tu as exercé ton métier pendant la COVID-19, une période particulièrement intense pour les soignants. Comment tu as vécu cette période? Le Covid, c'était vraiment particulier, hein, parce que moi, pour ma part, ça fait 11 ans que je suis infirmière. Enfin, 11 ans, je n'ai jamais vécu de situation de pandémie, en fait, tout simplement. Je sais que mes anciens collègues avaient vécu à l'époque les grosses périodes de VIH dans les années 90, il me semble. Moi, personnellement, ça peut être bizarre à dire, mais je l'ai bien vécu dans le sens où je sais que moi, au sein de mon service, on avait beaucoup d'aide, que ce soit humaine ou matérielle. Ça a vraiment créé une cohésion d'équipe. On était vraiment beaucoup. Ça a vraiment créé en fait une cohésion d'équipe. Ça a vraiment renforcé, moi, personnellement, mes convictions par rapport au métier que j'exerce. C'est vrai que c'était difficile aussi parce qu'on a eu énormément de décès. C'est vrai que moi, je sais que, de par mes croyances personnelles, je sais que ça m'a conforté dans l'idée qu'en fait, la vie ne tient à rien. La maladie, ça peut toucher tout le monde et n'importe qui, que ce soit de n'importe quelle classe sociale, de n'importe quel milieu. Je le savais déjà, mais ça m'a encore plus conforté dans l'idée que la santé n'a pas de prix et que la santé, c'est très important et qu'il faut vraiment faire attention à soi, quoi. Comme je dis, nous honnêtement, enfin, moi, dans mon service, au niveau humain, on était énormément. Il y avait beaucoup d'intérimaires, beaucoup de gens qui étaient là en renfort. On va dire la seule chose qui nous a fait sentir le poids du Covid, c'était vraiment les décès. C'était vraiment les décès parce qu'on a dû changer notre façon de travailler. Là, c'était vraiment, entre guillemets, on était vraiment en mode pour la survie des patients parce que c'était vraiment, en fait, c'était vraiment une pathologie que personne ne connaissait réellement. C'était tout nouveau. Donc, on vivait au jour le jour. Les avancées au niveau médical par rapport au Covid, c'était vraiment quelque chose que l'on découvrait en même temps que les médecins et en même temps que les professeurs, parce qu'il faut savoir que dans mon service, on a pas mal de professeurs. Donc, en fait, tout était vraiment nouveau. On vivait vraiment au jour le jour. Mais c'était hyper enrichissant. Vraiment, on était impliqués. On a toujours été impliqués au niveau du travail, en tout cas. Mais là, on a vraiment mis les bouchées doubles. Et la différence, par exemple, par rapport à certaines pathologies qu'on connaissait de base, c'est que par rapport à ça, c'est que on pouvait pas savoir au niveau de l'espérance de vie, on pouvait pas savoir si notre prise en charge allait être pérenne ou pas par rapport à la survie des patients. Donc ça, c'était un petit peu difficile. Est-ce que tu as parfois l'impression d'être en première ligne? On est toujours en première ligne. Je vais te donner un ordre d'idée. Par exemple, moi, quand je travaille de nuit, on a un médecin qui gère tous les services de l'hôpital, mis à part la réanimation. Donc, on a un médecin de garde pour tout l'hôpital. Donc, quand tu as une urgence, par exemple, avec un patient, par exemple, quand on a des urgences vitales, par exemple, un patient qui a une urgence vitale, par exemple, qui fait un arrêt cardiaque ou quoi, c'est nous qui jouons en première ligne et on appelle la réanimation. Mais quand on a d'autres problèmes, un patient qui ne va pas bien ou même une urgence, c'est nous qui gérons, mais c'est à nous de juger si c'est vraiment une urgence. Enfin, si c'est une urgence qui peut attendre le lendemain ou si c'est une urgence qui doit être gérée dans l'immédiat. C'est nous qui devons appeler le médecin de garde et qui c'est le seul médecin pour tout l'hôpital. Alors imagine, comment dire, en termes de responsabilité, en termes de réflexion en fait, parce que par exemple, tu vas pas t'amuser à appeler l'interne de garde qui est seul pour tout l'hôpital pour un truc que tu pourrais gérer toute seule. On entend souvent parler du manque de personnel à l'hôpital. Toi, comment tu le vis concrètement dans ton service? Dans mon service, honnêtement, il y a eu du manque de personnel, mais là, ça va mieux parce ils ont fait un système qui s'appelle je sais plus quel est le nom exact. Si tu veux, après le Covid, il y a beaucoup de personnel médical qui ont quitté la fonction parce qu'elles en avaient marre, parce qu'elles étaient en burn-out et puis parce qu'elles se sont tout simplement reconverties. Et en fait, ils ont fait un système où ils recrutaient les futurs diplômés en leur donnant une prime d'à peu près 6 000 euros, moyennant 18 mois de travail dans le service. Donc, si tu veux, nous, le manque de personnel, on ne le sent pas trop. Parce que comme ils ont recruté pas mal de nouveaux infirmiers depuis le Covid, justement en leur donnant entre guillemets, cette carotte d'argent pour venir travailler, en fait, on est quand même assez bien au niveau des effectifs. Après, moi, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des cadres qui sont assez justes sur les plannings, qui font toujours en sorte qu'on soit
assez, voire un petit peu plus. Et on a un système de pool de l'hôpital. Ce sont des soignants qui sont là en plus. Ils vont combler les trous en fait dans les services où il manque du personnel. Après, parfois, bien évidemment, ça peut arriver qu'on ait un manque de personnel parce qu'il y a des arrêts qui n'ont pas été couverts ou autres. En fait, notre charge de travail augmente forcément. Mais comme je te dis, comme on travaille sur de l'humain et dans des machines, bah forcément, on va faire le travail en plus. Après, moi, pour ma part, dans mon service, le manque de personnel, on n'est pas trop touché. On est bien à ce niveau-là. Comment fais-tu pour garder ton énergie et ton calme face aux horaires décalés, aux urgences et parfois peut-être la pression? Alors, on va commencer par les horaires décalés. Il faut savoir que lors de la naissance de ma première fille, elle n'allait pas en crèche, elle allait chez mes parents. Et c'est vrai que je dormais très peu. Je dormais très peu dans le sens où je faisais mes nuits, je rentrais à la maison, je la récupérais après ma deuxième nuit. Et en fait, j'avais pas du tout un bon rythme de sommeil. Je ne dormais pas assez par rapport à ce que je devais récupérer. Quand elle est rentrée à l'école, donc du coup, il y a 2 ans, j'ai complètement réorganisé ma vie au niveau des horaires, étant donné que les enfants sont 3 maintenant. Et en fait, c'est vrai que maintenant, je sais que par rapport aux horaires décalés, mes plus grands enfants vont à l'école. Et ma dernière est chez une assistante maternelle. Donc, ce qui fait que dès que je rentre du travail, je dors. Pas assez, mais je dors quand même, allez, on va dire de 9h à 14h, histoire de pouvoir récupérer. Donc en fait, ça, c'est par rapport à ma vie personnelle, hein. J'essaie vraiment dès que je peux dormir, je dors, même si bon, j'ai la vie du quotidien. Après, par rapport, honnêtement, avec l'expérience, en toute humilité, la gestion des urgences, en fait, j'ai l'habitude au travail parce que ça fait 11 ans que je suis infirmière. Moi, je suis par exemple dans un service de médecine générale, c'est-à-dire que, enfin, médecine interne. On a vraiment de tout. On est l'aval des urgences, donc on peut avoir des patients qui viennent parce qu'ils sont convoqués pour des soins ponctuels ou les urgences. Donc en fait, on a des patients de chirurgie, on a des patients d'oncologie, tout ce qui est cancer, on a des patients de médecine générale normale, on a vraiment de tout. Après, les urgences, on a l'habitude de les gérer, en fait, parce que bah, c'est l'expérience qui fait que. Donc, moi, honnêtement, personnellement, j'aime beaucoup les urgences. J'aime beaucoup. J'hésite même à partir en réanimation parce que j'aime beaucoup les urgences. Parce que c'est vrai que notre travail, je ne vais pas dire qu'il est très routinier, mais en fait, à force, on sait quoi faire. Et c'est vrai que quand on a des urgences, c'est bien parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Après, on a des protocoles de prise en charge hein, par rapport à pas mal de choses. Et puis, on est aussi, de par nos domaines de compétences, c'est que par exemple, moi, en tant qu'infirmière, qu'il y a des choses que je peux faire et que je ne peux pas faire. Des choses où, par exemple, il va me falloir la prescription du médecin, où c'est seulement le médecin qui peut faire. Mais par exemple, je vais te donner un exemple. Par exemple, on a un arrêt cardiaque. Par exemple, quelqu'un fait un arrêt cardiaque, on a un chariot d'urgence. C'est-à-dire que quelqu'un fait un arrêt cardiaque, on a des codes, on va dire, pour s'alerter entre nos collègues. Et on commence la réanimation avec notre chariot d'urgence, on met des choses en place. Entre-temps, on doit appeler la réanimation qui vient et le médecin de garde qui vient. Mais nous, par exemple, entre-temps, on doit commencer à prodiguer un massage cardiaque. On doit, par exemple, perfuser le patient. Enfin, on a, entre guillemets, une routine en fonction de chaque cas. Mais après, c'est vraiment de par les connaissances et de par l'expérience qui fait que moi, j'ai l'habitude. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des prises en charge où j'ai été surprise parce que c'était assez particulier. Mais en général, la gestion des urgences, et c'est aussi pour ça que c'est aussi un atout quand on travaille de nuit, c'est que quand tu travailles de nuit, étant donné qu'il n'y a pas tous les médecins du service, parce qu'il faut savoir que dans le service, la nuit, il n'y a aucun médecin, nous, dans notre service. Vraiment, donc c'est vraiment le médecin de garde qui est là pour tout l'hôpital. Donc en fait, il faut aussi avoir cette capacité à pouvoir gérer les urgences et ne pas avoir la pression quand il y a des soucis, parce qu'en fait, on est seul face aux patients à ce niveau-là. Pour que je me rende bien compte, quand tu dis que tu as un médecin pour tout l'hôpital, ça représente combien de personnes? Bah, dis-toi, par exemple, dans mon service, déjà, on a 88 lits. C'est un service de 88 lits, juste dans mon service. La Pitié, il faut savoir que ça représente c'est une ville, hein, c'est une mini-ville, en fait, la Pitié. C'est au moins minimum un médecin pour 2-3 000 patients. Ah ouais. Au moins. Je ne sais pas si tu as déjà été à la Pitié. Oui, j'y suis allée une fois, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs départements en fonction des typologies de maladies, etc. Mais je ne me rends pas bien compte, en fait, en termes d'effectifs, combien ça peut représenter de personnes. En plus, malheureusement, c'est que les médecins qui sont de garde sont en général des jeunes médecins, sont des jeunes internes qui sont en plein dans leur formation de médecine, en fait. Ils n'ont pas forcément toutes les connaissances, en fait, dans la gestion des urgences, en fonction des services où ils ont été, de leur cursus. Ça nous arrive quand même parfois de devoir expliquer, par exemple, à l'interne de garde, bah, écoute, fais telle prise en charge. Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que les jeunes médecins, tant qu'ils n'ont pas fini leur spécialité, ils ne peuvent pas encore exercer tout seuls. C'est pour ça qu'on les considère en tant qu'internes. Et par exemple, un interne qui n'a jamais fait, par exemple, de réanimation, s'il y a une réanimation, il ne va pas forcément savoir gérer. Par exemple, on a des patients qui sont diabétiques, qui ont des protocoles d'insuline. Si, par exemple, le patient a le taux de sucre qui est très, 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 très élevé, il ne va pas forcément savoir à l'interne quoi prescrire. En fait, ça dépend vraiment du parcours de chacun. Mais des fois, on les guide un peu sur les prises en charge à faire. Et puis après, il faut savoir qu'on connaît aussi nos patients. Donc, on sait souvent quelles sont les prises en charge à faire. Et en parlant de patients, justement, est-ce que tu as une rencontre, une histoire de patient qui t'a particulièrement marqué? Une fois, justement, c'était il y a quelques années, hein, on a eu, par exemple, un patient qui était là. En fait, c'était le patient de ma collègue. Mais en fait, il faut savoir que nous, quand on a des urgences, on s'entraide tous, en fait. En fait, on lâche tout ce qu'on fait et on va pour l'urgence vitale.
Et c'était vraiment une urgence vitale. Bon, c'était un patient qui s'étouffait en fait dans ses sécrétions, en fait, il s'étouffait clairement. Et on a des systèmes en fait, d'aspiration pour aspirer les patients quand ils s'étouffent. Sauf que à ce moment-là, quand ma collègue avait alerté, donc on était tous venus au chevet du patient, le souci c'est que à ce moment-là, justement, on appelle le médecin de garde qui est censé venir. Et la réanimation, quand c'est une urgence vraiment vitale où le patient vraiment peut décéder à tout moment, on appelle aussi la réanimation. Sauf que du coup, c'était une situation qui m'avait marqué parce qu'il faut savoir que quand on a des urgences vitales, la réanimation vient en 5 minutes. Urgence vitale, c'est vraiment le patient va mourir, un risque de mourir. Et donc, on avait appelé la réanimation et eux qui se déplacent généralement en 5 minutes avaient mis beaucoup plus de temps à venir. Et en fait, le souci, c'est que le médecin de garde, en fait, il ne savait pas comment réagir. Sauf que nous, il faut savoir que dans nos domaines de compétences, on ne peut pas tout faire. En fait, il y a des choses qu'on peut faire en tant qu'infirmier, mais il y a des choses où nous ne sommes pas médecins, donc nous n'avons pas l'habilitation à faire ces choses. Mais il y a quelque chose qu'on appelle l'expérience qui fait que nous, on sait voir les signes, par exemple, d'un arrêt cardiaque, on sait voir si un patient va faire un arrêt, en fait, tout simplement, ou si son état va s'aggraver. Et en fait, à ce moment-là, l'interne ne savait pas gérer l'urgence correctement, il ne savait pas quoi faire, et la réanimation ne venait pas. Du coup, nous, on s'est impatienté parce que, comme je t'ai expliqué, on fait notre prise en charge, mais parfois, on est limité. Je vais te donner un exemple. Nous, en service, par exemple, moi, si j'ai un patient qui fait un arrêt cardiaque, si je n'ai pas le OK du médecin, je ne pourrais pas injecter de l'adrénaline, par exemple. Par exemple, dans l'urgence, on a des prescriptions, c'est vraiment à l'oral dans l'urgence. Mais si je n'ai pas le médecin qui m'autorise à le faire, je ne pourrais pas le faire. Et du coup, en fait, on s'impatientait parce que je disais au médecin, au jeune interne, par contre, le monsieur va faire un arrêt, il va faire un arrêt, il va faire un arrêt, il va faire un arrêt. Parce que nous, on avait fait vraiment toute une prise en charge infirmière, mais là, il fallait l'intervention d'un médecin. Et je faisais que dire à l'interne, il va faire un arrêt, là, il va faire un arrêt. Parce qu'on voyait au niveau des paramètres vitaux, de tout ce qui est la tension, tout ça, tout commençait à dégringoler. Et ça n'a pas manqué, le monsieur a fait un arrêt. La réanimation est arrivée quelques temps après. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas compris sur le coup, parce que c'était quelqu'un qui était réanimatoire, donc on pouvait réanimer. Et le temps que les réanimateurs soient arrivés, donc après, ils nous ont expliqué le pourquoi du comment. Et en fait, moi, sur le coup, clairement, j'ai pété un câble, en fait, parce que je leur ai dit, mais en fait, c'est pas normal, vous êtes censé arriver dans les 5 minutes qui suivent, et vous mettez autant de temps. Après, ils m'avaient expliqué que, voilà, en gros, ils avaient regardé le dossier en amont, patati patata, mais en fait, normalement, en urgence, quand le réanimateur vient, déjà, on est censé savoir en amont si le patient, on doit le réanimer ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire un massage cardiaque ou pas. Si on sait qu'on ne doit pas faire un massage cardiaque, quand le patient s'arrête, quand c'est acté, on ne masse pas. Donc on le laisse partir, entre guillemets. Mais si on sait qu'on doit réanimer, on commence le massage cardiaque. Sauf que là, en fait, rien n'avait été établi. En pratique, si rien n'a été établi, on masse le patient. Sauf que le temps que les réanimateurs arrivent, ils nous expliquaient leur prise en charge et tout. Et en fait, on leur a dit, non, en fait, c'est pas comme ça qu'on travaille. Et en fait, ça m'avait marqué parce que je m'étais dit, le patient aurait pu survivre. Nous, on était limités parce qu'on ne pouvait rien faire de plus de par les compétences qui nous étaient allouées. En fait, on pouvait pas, même si on sait, tant qu'on n'avait pas le OK du médecin, on pouvait pas faire. Et l'interne, en fait, était complètement perdu parce que lui-même ne savait pas quoi faire. Et ça m'avait beaucoup touché parce que pour moi, c'était une prise en charge qui avait été complètement bâclée et qui avait coûté la vie de quelqu'un, quoi. C'est un peu bizarre à dire, mais en fait, à force de vivre des situations comme ça, en fait, on va dire pour quelqu'un qui n'est pas dans la profession, ça peut être impressionnant, mais en fait, c'est tellement habituel que on banalise ça limite. Même si c'est pas banal, ce sont pas des situations banales, mais c'est vrai qu'on banalise beaucoup parce qu'en fait, on voit beaucoup de choses, quoi. Ton métier est exigeant, à la fois physique, prenant et parfois difficile. Est-ce que tu t'imagines encore le pratiquer pendant 10 ans? Honnêtement, en général, on dit que la moyenne d'une infirmière à l'hôpital, c'est 7-8 ans. Moi, je suis arrivée à 11 ans et vraiment, c'est ce que je me dis à chaque fois. C'est le jour où je n'en pourrai plus, n'arriverai plus, je changerai de métier. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, en fait, on travaille avec de l'humain, on prend soin des humains. Et quand tu n'en peux plus, que ce soit de la charge de travail, que ce soit même prendre soin des gens, il faut laisser dans le sens où tu n'es plus efficace parce que tu deviens maltraitant envers le patient. Des fois, c'est même tu peux devenir maltraitant, mais involontairement. Tu vas mal faire ton travail, tu vas mal faire tes prises en charge. C'est vraiment ma passion. Quand je vais au travail, je n'ai pas l'impression d'aller au travail. Mais c'est vrai qu'honnêtement, je ne saurais pas te dire où je serai dans 10 ans. Si j'aurais toujours la force, si j'aurais toujours l'énergie, je sais pas du tout. Je me suis jamais posé la question. C'est une bonne question d'ailleurs que tu me poses parce que je me suis jamais posé la question. En fait, moi, comme je disais, c'est que je trouve que dans ce métier-là, c'est qu'on s'épuise énormément. On s'épuise, mais on continue en fait. Après, moi, personnellement, je sais pas si je me sentirais autant épanouie dans d'autres métiers. Si je me sentirais autant vivante, entre guillemets, à faire d'autres métiers. Parce que c'est vraiment... les gens le sentent, hein, les patients, de la façon dont vous êtes avec eux, de comment vous prenez soin d'eux. Donc, moi, personnellement, je ne me vois pas faire autre chose. Après, comme on dit, seul l'avenir nous le dira. Hein. Il y a beaucoup de contraintes au niveau des horaires aussi. Quand on a une vie de famille, des enfants, c'est aussi pouvoir combiner tout. Et comment tu arrives à concilier ce métier exigeant avec ta vie de famille? Écoute, moi déjà, depuis la naissance de ma première fille, je suis à 80% et de nuit. Avant, j'étais de jour et j'ai fait le choix de passer de nuit justement pour pouvoir allier ma vie familiale et ma vie professionnelle.
Et du coup, moi, par rapport à mes horaires, pour te donner un ordre d'idée, sur une grande semaine, je travaille la nuit du lundi, la nuit du vendredi, la nuit du samedi, la nuit du dimanche. Et ma petite semaine, je travaille uniquement le mercredi. Je suis disponible pour, par exemple, les activités extrascolaires de mes enfants. Je suis disponible pour aller les récupérer à l'école et pour passer du temps avec eux, tout simplement, quoi. Et puis pour m'organiser au niveau familial. C'est important quand même de trouver un équilibre. Une dernière question. Quelles sont les valeurs qui guident ton travail auprès des patients? Alors, déjà, premièrement, la passion. Parce que pour faire ce métier, il faut avoir la vocation. Enfin, je ne vais pas dire que c'est pas donné à tout le monde, mais il faut aimer prendre soin des gens. Il faut aimer le soin. Il faut être empathique, c'est-à-dire qu'on comprend la douleur du patient, mais on ne se met pas à la place du patient, parce que sinon, là, tu peux finir en dépression, clairement. En fait, on ne peut pas prendre tous les mots MAUX des gens, parce que sinon, en fait, ce serait un surplus d'émotions et tu n'arriverais plus à faire la part des choses. En fait, tu pleurais tout le temps. Il faut avoir de la patience, faut être à l'écoute, il faut avoir de la bienveillance, il faut avoir de la rigueur dans tes soins. On travaille sur des vies humaines. Oui, je dirais l'écoute, la patience, la bienveillance, le respect aussi. Chaque personne est différente, il faut s'adapter à l'histoire de vie de la personne, les convictions, les croyances de chaque personne. Même si l'hôpital reste laïque, il faut s'adapter aux convictions des gens. Merci beaucoup, Oriane, pour ton témoignage. Et j'aimerais profiter de ce moment pour te dire merci au nom de toutes celles et ceux qui nous écoutent, à toi et à toutes les infirmières et infirmiers. Merci pour votre humanité, pour votre courage et pour la force que vous donnez chaque jour aux autres. Merci. Il ne faut pas oublier, il n'y a pas que les infirmiers, il y a aussi les aides-soignants, les ASH, les médecins, parce que c'est vrai que juste pendant la période du Covid, là, et le personnel soignant qui était applaudi, enfin acclamé, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on oublie aussi que, en fait, nous, on travaille en collaboration avec les aides-soignants, et c'est vrai qu'on dit toujours les infirmiers, mais les aides-soignants sont encore plus proches des patients que nous le sommes quotidien. C'est vraiment tout le médical et le paramédical qu'il faut remercier. Et tu fais bien de le préciser, donc merci à eux aussi. On ne les oublie pas. De rien. Vous venez d'entendre la voix d'Oriane, une voix parmi tant d'autres, et pourtant, derrière elle, une histoire unique, faite de force, de doute et de lumière. Et si, derrière chaque voix, se cachait une histoire que vous n'avez encore jamais entendue? Cet épisode est disponible sur YouTube et Spotify. Laissez-vous emporter, partagez-le peut-être avec quelqu'un à qui il fera écho. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce sera votre voix que l'on entendra ici. Parce que derrière chaque voix, il y a une personne, et derrière chaque personne, il y a une histoire qui mérite d'être entendue.